Ce qui est très très important, je pense, quand on a des enfants, c'est vraiment l'éducation, c'est ce qui prime pour les 18 années à venir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Monter en Israël n'est pas une fin en soi, s'impliquer dans la vie civile, mais aussi avoir des idées, de l'ambition pour l'éducation de ses enfants. C'est un peu le parcours de Myriam Nir qui est avec nous aujourd'hui. Elle va nous raconter comment sa vie a changé. On est ravis de l'accueillir. C'est parti. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Myriam Nir, bonjour, on est ravis de vous accueillir. Bonjour. Vous êtes en Israël depuis 15 ans. Voilà. Vous étiez, on va dire, un peu gâté par la vie. Vous êtes arrivé, vous avez étudié, vous étiez en post-MBA à Tel Aviv. Vous avez trouvé un job, vous étiez marié avec un Israélien, la vie était belle, tout allait bien. Exact. La vie est toujours belle. La vie est toujours belle, bien sûr. Mais vous aimiez beaucoup Tel Aviv, je crois. Oui, arrivé à Tel Aviv. Voilà, et pourtant, un jour, vous avez décidé de changer de vie. Exact, pour l'éducation. Alors ça, c'est assez étonnant parce que on se dit, pourtant à Tel Aviv, il y a des super structures, il y a plein de possibilités d'avoir des activités extrascolaires, il y a des gens de tous les pays du monde, donc esprit ouvert, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc en fait, nous à la maison et de nos familles, on est assez traditionnalistes, ma sortie. Et quand ma fille a eu 3 ans et qu'il fallait l'inscrire pour la première fois dans une école, enfin c'était à l'école, le GAN, voilà. Ouais. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de structure qui offrait en fait une pluralité religieuse, on va dire. C'est-à-dire qu'ici, il faut choisir en fonction de sa religion, l'école. Exactement, c'est ça, en fait. de son niveau de pratique. Voilà, exactement. Donc c'était ou Chiloni, et à ce moment-là, ma fille, à 15 ans, aurait été en mini-short à l'école. Donc c'est ça, enfin à 15 ans ou plus tôt. Ou à 13. Voilà. Ça vous plaisait pas trop comme perspective. Ça me plaisait pas non plus. Et puis ou bien le dati, même dati Léoumi, qui à partir d'un certain moment, c'est les filles séparées des garçons, c'est des jupes. Et ça me plaît pas non plus puisque c'est pas comme ça qu'on est à la maison. Et donc fallait faire un choix et on a commencé à regarder ailleurs. Alors, en dehors de Tel Aviv. Pourtant, vous n'étiez pas très pratiquant, on va dire. C'était pas tellement. Non, très traditionnaliste, le kidouche, enfin les choses de base. Pas Shabbat. Non. Ok. Non. Mais quand même, c'était important pour vous d'avoir certaines valeurs. Voilà, exactement. À l'école. On cherchait vraiment ce qu'on appelle les valeurs, les harachim. Et c'est ce qu'on a été chercher un peu partout, dans plusieurs villes. On a vu pas mal d'écoles. On a passé plusieurs mois à regarder des écoles. Et puis finalement, on a atterri à Modine, dans la communauté de Yachad. C'est une Keïla. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de juifs français qui sont un peu au milieu et qui sont parfois un peu perdus quand ils arrivent ici. Soit ils ne sont pas du tout pratiquants et alors, ils s'acclimatent, mais en même temps, ils trouvent qu'il y a des choses dans la société israélienne qui ne leur correspondent pas, notamment des excès de la société israélienne qui ne leur correspondent pas. Et puis, il y a l'autre côté où il faut rentrer dans une case, il faut suivre un système. Et ça aussi, ils le font, mais ça coince parfois en fonction de leur éducation, ça ne marche pas toujours ensemble. Alors, tout changer, quitter Tel Aviv pour arriver à Modine. C'était une ville qui vous plaisait, Modine ? Non. Faut dire la vérité. Hein. Non, ça me plaisait pas, Modine. Déjà, le passage de Paris à Tel Aviv, c'était un choc culturel. Donc, après, à Modine, ça a été aussi un peu dur de faire la transition, surtout qu'on travaillait à Tel Aviv, tout était à côté, nos amis, vraiment tout. Et puis après, ce qui est très très important, je pense quand on a des enfants, c'est vraiment l'éducation, c'est ce qui prime pour les 18 années à venir. C'est-à-dire que vous avez compris que la structure scolaire allait déterminer la suite de votre vie, quoi, en fait. Oui, complètement. De vos enfants et de la vôtre par conséquence, quoi. Nous,
on conduit, donc on peut être à Tel Aviv quand on veut, on y travaille, etc. Mais mes enfants, la structure, enfin la plupart de leur journée, ils le passent dans une structure scolaire. Alors, quelle est la particularité de cette structure, Yahad? Qu'est-ce qui fait que c'est tellement spécial? Alors, Yahad, donc c'est une école pilote, en fait, qui a été faite par des gens qui ne venaient pas à la base de l'éducation, dont quelqu'un qui a été très connu, puisque, en fait, lui et sa femme... Moïse Lévy, si vous avez entendu parler, il avait allumé une Messoua il y a 4 ans. Donc, ils ont donné un rein, lui et sa femme. Donc voilà, c'est le genre de personne qui a dit faut faire une structure, une école, une keïla où on va inculquer les valeurs du judaïsme, mais sans voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut croire. Sans obliger les gens à pratiquer. Ceux qui veulent pratiquent, voilà. Ceux qui ne veulent pas ne pratiquent pas, mais il n'y a pas d'ignorance entre voilà. Les mondes, les différents mondes, c'est voilà. ça? Voilà, beaucoup de respect, en fait, beaucoup de respect. Donc ça c'est au niveau du judaïsme, mais aussi c'est très tourné vers la société. Et donc, à chaque étape de la vie d'un enfant, de la Kita Aleph, Kita Yud Bet, l'enfant a un projet social dans lequel il doit s'impliquer. Et donc, ça fait des enfants qui ne sont pas tournés seulement sur eux, sur leur petite personne, mais très ouverts à la société, aux différents problèmes de société. Et donc, c'est ce qu'on a beaucoup aimé aussi. Alors, c'est intéressant ce que vous me dites, parce qu'on comprend que c'est plus qu'une école où on mélange des gens qui ne sont pas religieux et des gens qui sont religieux, parce que ça existe dans d'autres systèmes. Et différemment. Ouais, ça veut dire que je pense aux écoles Keshet, du système Keshet. C'est quoi la différence entre Keshet et Yahad, par exemple? Alors, Keshet, on avait été aussi voir Keshet à Mascaret Batia. Keshet, la différence, c'est qu'au sein de l'école, ils séparent les religieux des non-religieux. C'est-à-dire que les religieux vont faire la tfila le matin. Les non-religieux sont exemptés. Il y a une mora qui est religieuse, une mora qui n'est pas religieuse, etc. Il y a beaucoup, voilà. Justement, ce qu'on voulait éviter dans la société, en fait, on l'a retrouvé au sein de Keshet. Donc, ça peut correspondre à certaines personnes. Je ne mets pas du tout en doute les compétences de cette école, mais en tout cas, pour nous, c'était contre ce qu'on cherchait. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu dans votre propre enfance? Oui, alors de mon côté, donc j'étais à Paris, j'ai fait le parcours Lucien Dehir chez Yavne. Donc oui, puisque la plupart de mes amies, qui sont toujours mes amies aujourd'hui, sont plutôt religieuses. Donc en fait, je me suis dit, voilà, moi qui n'étais pas religieuse depuis petite, qui n'ai jamais été religieuse, Shomeret Shabbat, etc. Pourtant, mes meilleures amies, elles, le sont. Donc je me suis bien rendu compte que c'était pas quelque chose qui devait se séparer et qu'un enfant devait être ami avec une personne, peu importe ses croyances, peu importe d'où il vient. Mais c'était important pour vous de leur donner la possibilité de choisir. Exactement. Mais vraiment, quoi, pas simplement de connaître vraiment Exactement. les choses. Alors, en plus d'une école, je crois que vous l'avez dit en introduction, c'est vraiment il a une communauté. Oui. Très impliqué. Dans la ville? Non, pas seulement, vraiment dans tout Israël. Donc très sioniste, très impliqué dans la Chevra. Comme j'ai dit, beaucoup de projets qui sont faits. Alors, ça peut être des projets pour la lutte contre le cancer. Ça peut être des projets aussi pour aider les Olim Khadashim et beaucoup d'autres projets pour aider les Kshishim, les personnes âgées. Donc, vraiment impliqué et qui donne aux enfants, je pense, des vrais outils après pour le futur, pour dire, voilà, il y a toi, il y a ta vie. Il y a un sens à leur vie. Voilà, mais il y a aussi celui qui vit à côté de toi. Et ce qui est très beau, c'est qu'en fait, l'école, donc le primaire, entre le primaire et le tichon, donc le Yesodi et le Tichon, il y a l'école Gvanim. Et l'école Gvanim, c'est une école, donc c'est une autre école, et c'est une école qui est pour les enfants avec des tzrachim meyuchadim, des besoins spéciaux. Ok. Et mes enfants, voilà, qui ont un handicap. Okay. Et mes enfants, depuis Kita Aleph, sont tous les ans
avec des projets avec ces enfants-là, une fois par semaine, où ils étudient ensemble. Mon fils est en Gvutsa, ce qu'ils appellent Gvutsa Rikshit, donc c'est des enfants de sa classe et des enfants du même âge de Gvanim qui se rencontrent une fois par semaine pendant une ou 2 heures. Ma fille est en Sadnat Bishul, donc apprend à faire la cuisine. Voilà, avec ces enfants-là. Et en fait, je me rends compte que quand on grandit comme ça, après, quand on voit des gens qui sont différents, il n'y a pas ce rejet ou ce regard un peu comme ça, étranger, face à des gens qui sont différents de nous. Ça, c'est très beau. Est-ce qu'il faut du courage, Myriam, pour changer de système, pour dire non, moi tout le monde fait ça, moi non, je vais pas faire ça, je vais aller plus loin, je vais faire autre chose, je vais faire ce que moi j'ai envie. Alors, je sais pas si on peut parler de courage, en tout cas je me suis pas vue comme une courageuse quand j'ai fait ce pas. Parce que c'est facile de dire voilà, il y a une école en bas de la maison, j'ai pas besoin de déménager, ça va aller, c'est pas grave, moi je compléterai à la maison. Il y a beaucoup de parents qui font ça. Oui, mais après je pense que l'éducation des enfants, ça va plus loin que le simple noyau familial. Si on regarde toute la société dans son ensemble, on construit vraiment le futur de notre pays. C'est-à-dire que nos enfants, c'est le futur. Et donc, on n'a qu'une seule chance de le faire. Qu'une seule opportunité de le faire. Le PAM, il était et à mon avis, il faut le faire au mieux. Je ne dis pas que Yachad, c'est une communauté ou c'est une école qui va pour tout le monde et que chacun doit venir. Pour vous, c'était la solution. Voilà. Si d'autres personnes trouvent leur bonheur dans une école qui est Dati-Leumi, Chiloni, peu importe. Je suis sûre qu'il y a des très bonnes écoles aussi ailleurs. Mais le fait est que chacun à son niveau doit faire le mieux pour l'éducation. Alors, les parents viennent de quel horizon ? Comment se compose, on va dire, peut-être votre voisinage à Modine, dans cette école, dans cette Keïla ? Ok, donc nous, dans la Keïla, c'est vraiment moitié-moitié. C'est-à-dire moitié religieux, plutôt Dati Leumi, ce qu'on appelle. Les religieux nationaux, comme on dit. Ouais. Ou bien des gens qui ne sont pas religieux. Mais chacun a quand même en lui vraiment les valeurs de la Yahadout. Donc, il y a des valeurs très, très fortes. Qu'ils se fassent, qu'ils douchent ou pas, mais voilà, il y a un grand respect et il y a des valeurs qui sont très importantes, qui sont communes. À tous. Okay. Exactement. Bon, alors justement, vous parliez de vous impliquer dans la société, de créer, en tout cas de construire les adultes de demain. Si avant la Corona, le PAM, il était un côté chez vous qui est important parce que vous ne viviez pas en Israël comme dans n'importe avant la quel Corona, pays. Le PAM, il était un 75. Aujourd'hui, le PAM, il est 1,6. On peut le dire comme ça. Et toutes les personnes qui ont pris leur des articles sur Time of Israel où vous critiquiez un peu la société dans laquelle on vivait. Il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Exact. Donc, je pense que pendant beaucoup d'années, j'étais un peu concentrée dans ma bulle. C'est-à-dire, comme on vient de parler, le travail, l'éducation de mes enfants, etc. Et là, cette dernière année, on a eu 3 élections en un an. Ça m'a un peu bouleversée. Et surtout qu'on n'a pas eu vraiment d'issue, finalement, à 3 fois. Et puis après, il y a eu un compromis et il y a eu le gouvernement qu'on connaît tous. Et j'ai autour de moi beaucoup de personnes qui, de plus en plus, beaucoup d'Israéliens qui sont nés ici. Donc, ça vient moins des francophones qui ont choisi de venir en Israël, mais ceux qui sont nés ici, qui ont dit « je veux déménager, je rêve d'une relocation, je rêve d'aller vivre ailleurs parce que c'est plus possible, on ne prend pas en compte ce qu'on pense, on se fout de nous en quelque sorte ». Et quand on a vu le gouvernement avec 36 ministres... Et ça n'a rien à voir avec être de droite ou de gauche. On est d'accord, on parle vraiment d'autre chose. Non, je me considère... C'est gaspiller l'argent public. Oui, il ne faut pas être de droite ou de gauche pour voir qu'on a un gouvernement qui est honteux, donc des 2 côtés complètement, qui est honteux quand on est en pleine crise économique. Ça vous a dérangé ? Ouais.
Oui, un gouvernement avec autant de ministres qui va coûter aussi cher, avec des portefeuilles, des ministères sans portefeuille, avec beaucoup de ministres. Voilà, beaucoup de ministres et qui sont pas toujours compétents dans la matière. Ça m'a beaucoup dérangée, alors que j'ai autour de moi des gens qui ont été sortis en khalat, en refèche les Lotechlum pendant la période du corona. Congé sans solde, congé sans solde, et qui attendent des situations financières ils attendent toujours qu'on les paye. Ouais. Et c'est des gens qui ont des enfants et qui savent pas comment finir le mois. Et peut-être qu'ils vont être obligés de rentrer chez leurs parents à notre âge. Donc voilà, c'est très difficile. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas que vous critiquez pour critiquer, vous n'allez pas vous sauver du pays, c'est pas le propos. Non. Mais vous avez justement des idées. Vous aimeriez que les choses changent. Est-ce que vous pensez que les francophones ont quelque chose à apporter justement dans cette société ? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire plus et faire vraiment changer les choses ? Oui, alors... Il y a quelque chose, encore une fois, j'aime pas vraiment faire de généralité parce que je pense que chacun fait les choses différemment. Mais de ce que j'entends, en tout cas, je pense que les francophones, quand ils arrivent en Israël, sont très, très centrés sur les problèmes de sécurité du pays. Et ça commence un petit peu à me déranger parce qu'il y a beaucoup de problèmes sociaux et ils sont pas très ouverts. Ils n'en ont pas encore conscience ? Non, ils n'ont pas encore conscience. Mais qu'est-ce que c'est pas encore ? Il y en a qui sont là depuis 20 ans. Donc, pas encore, c'est plus un prétexte. Et Israël n'existe pas que seulement à ses frontières, mais c'est un pays qui a une société qui va mal sur beaucoup de points. Et, qui va bien sur plein d'autres points aussi. Qui va très bien sur plein d'autres points. Et en général, c'est des points économiques. Ouais. Mais il y a des points sociaux où ça va très mal. Mmh. Et je pense que les Français, finalement, sont concentrés sur les problèmes sécuritaires du pays. Et ça influence évidemment le vote tous les 4 ans ou 3 fois par an. Et vous pensez qu'on peut changer les choses ? Bien sûr, en s'impliquant. Déjà, en s'impliquant, il y a beaucoup d'associations en Israël. Il y a des très, très belles associations pour les enfants, comme Or Shalom, qui s'occupe des enfants Omna. Il y a des associations aussi pour les femmes battues. Pendant le corona, ils ont ouvert un refuge à Tel Aviv. Il a été avec zéro place. Il était bondé. Il était bondé. Voilà, bondé en 2 semaines. En plein corona. Donc, c'est dire qu'il y a un vrai problème de ce côté-là aussi de violence conjugale. Il y a aussi, évidemment, toutes les associations de rescapés de la Shoah. Alors, justement, je crois que c'est par là que vous êtes arrivé à cette prise de conscience qui s'est traduite dans le concret, parce que vous êtes aussi bénévole dans une association qui s'occupe de visiter les Nitzolé Shoah, ça s'appelle Keren et Revacha, Ninivga Shoah. Et ça, vous le devez à une rencontre toute simple. Alors, c'est vrai que c'est important de le dire, parce que parfois, à côté de nous, on peut avoir quelqu'un qui est dans le besoin et on ne le sait même pas. Donc, racontez-nous un petit peu comment vous êtes venu à être bénévole dans cette association. Qu'est-ce qui a fait que vous avez pris conscience que vous devez, que chacun de nous doit prendre part vraiment dans la société civile ? Donc, quand on habitait à Tel Aviv, donc on était, c'était un appartement qu'on louait, donc notre premier appartement. Il y avait une porte à côté de nous sur le même palier, une petite porte. Et dedans habitait une femme très très âgée. Je ne sais pas son âge, mais elle avait au moins 90 ans, très petite, très ridée, etc. Et cette femme avait un numéro tatoué sur le bras, sur le poignet. Et puis elle adorait parler, donc on voyait qu'elle avait besoin de compagnie, donc je m'attardais souvent à parler avec elle sur le palier. Et un jour, je l'aide avec ses courses, et puis elle m'ouvre chez elle. En fait, chez elle, c'était une petite pièce, grande comme une chambre, donc à peu près 10 mètres, 12 mètres carrés, où il y avait donc un lit simple, un toilette à côté du lit, un petit muret et une table pour 2 personnes et une armoire. Et je lui dis, mais tu n'as pas de lavabo chez toi ? Elle me dit, si, bien sûr. Et puis elle ouvre l'armoire et dans un coin de l'armoire, il y avait un lavabo et comme une petite douche. Et je lui dis, mais... Et apparemment, elle avait personne, en tout cas, pas de proches qui pouvaient l'aider plus et s'occuper d'elle. Et elle m'a dit, je lui dis, mais pourquoi tu vis comme ça ? C'était même pas honteux de poser la question quand on voit un toilette à côté de là où elle met la tête pour dormir. C'était vraiment pas honteux. Et elle me dit, mais moi, avec les aides que je reçois, c'est tout ce que je peux me permettre.
Et elle m'avait expliqué qu'elle vivait à Tel Aviv depuis qu'elle était arrivée et en Israël, donc quand elle était rescapée de la Shoah. Et elle m'a dit je veux pas quitter Tel Aviv. Donc bon, et puis même pour le même prix, elle aurait peut-être eu un 2 pièces à Beersheva, enfin pas non plus un château. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait un problème de fond, comment on pouvait laisser un tiers, aujourd'hui c'est un tiers, donc à peu près 70 000 rescapés de la Shoah qui vivent sous le seuil de pauvreté, dans de telles conditions, alors qu'on est là, on a un si beau pays, grâce à eux. C'est vraiment grâce à eux. Ouais. Donc ça aussi, ça fait partie. C'est un tout en fait. On comprend quand on vous entend que c'est un tout, d'être responsable, de s'impliquer dans la vie sociale du pays, de s'impliquer dans l'éducation de ses enfants, de ne pas déléguer à n'importe qui l'éducation de ses enfants. Ça aussi, c'était important. Bon, quand même, vous êtes là depuis un petit moment, on va dire 15 ans. C'est sans regret ou vous avez des regrets ? C'est sans regret. C'est sans regret, je me vois vivre nulle part ailleurs. Au contraire, je suis plus déterminée que jamais pour me battre et faire entendre ma voix. Je donne aucun exemple, j'ai la prétention de donner aucun exemple, ça c'est sûr. Mais en tout cas, si ça réveille quelques personnes et que si après m'écouter ou me lire et se disent peut-être que 2 heures dans la semaine, on va aller s'impliquer dans tel ou tel projet, chacun avec ce qui le concerne. Ça sera déjà une petite pierre de bouger et ça sera déjà pas mal. Ça sera déjà pas mal. Bon, alors je sais que je peux donner votre numéro de téléphone parce que vous m'avez autorisé à le faire. Ouais. Pour ceux qui ont entendu parler, qui vous ont entendu parler de Yachad et qui ont envie de venir voir à Modine comment ça se passe, ou peut-être avoir des conseils de bénévolat. Donc c'est Nir Myriam, je vous donne son téléphone 052 36 28 845 si vous avez envie d'avoir des renseignements sur Modine et la communauté d'Yachad. Je crois qu'elle le fera avec plaisir. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, de nous avoir raconté. C'est encore une autre forme d'Alia, encore autre chose, un autre parcours. On était ravis de vous avoir. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.